la semaine dernière, je vous ai sorti une vidéo sur les 3 premiers jours de la semaine de Shakedown. Une info que j'ai pas cachée, je vous ai littéralement dit que la vidéo de vendredi servait à débrief les 3 premiers jours. Il y a des infos de la fin de semaine qui se sont glissées dedans, mais ça arrive, forcément ça arrive. Mais il fallait que je fasse du coup une vidéo où je parle des 2 autres jours dont j'ai pas parlé, sauf que c'était un peu creux, donc on va aussi parler des prospects d'Aston Martin. Donc on va faire ça, wrap le test, me voilà en ce magnifique 3 février. Février, le mois de la mûre. Bah qu'est-ce que tu fous? Hein? Je catfish un gars sur Grindr pour qu'il m'achète un flingue. J'ai une condo depuis Mathusalem, je sais je me fais vieille et tout, mais elle a envie de neuf, hein. Et puis bon, si on peut, tu vois, s'il y a moyen de moyenner... Ok d'accord, mais pourquoi faut que t'en parles à un gars sur Grindr? Bah parce que j'ai pas envie de payer. Il est con, lui. Ok, ouais, laisse tomber. Oh là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non mais dis-le si t'as pas envie de me parler, hein. Non, c'est pas ça, c'est que je me suis fait larguer alors qu'on est avant 10 jours de la Saint-Valentin. Du coup, ça change de quoi par rapport à l'année d'avant, et 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 d'avant? Oui, mais j'avais envie que ça change, d'accord? C'est tout! Bah, c'est pas grave, regarde, il y a des nouveaux parfums Oli Energy, il y a le Lovebird Lollipop, et il y a un nouveau thé fraise hibiscus. Ça va te consoler, ça, hein? Je te dis que je viens de me faire plaquer à 10 jours de la Saint-Valentin et toi tu vends ta poudre. Oui, parce que inexorablement, de toute façon, t'aurais foiré le date et le 14, t'aurais fini par baiser ta main gauche. Donc autant que t'aies un peu d'énergie. Difficile de contre-argumenter contre ça. Et en plus, c'est 10% moins cher avec le code Clippy pour 10% de réduction sur toutes vos commandes Oli Energy. Ou le code Clippy 5 pour 5 € de réduction sur votre première commande. C'est vraiment intéressant si vous prenez qu'un starter pack. En plus, il y a des goodies cool là, comme cet autocollant. Regardez, oulala, Peachy, Drink Soft, Love, waouh, celle-là qui dit goûte à moins. Yes, commentaire épinglé, vous connaissez la musique et merci beaucoup pour votre soutien. Bon, alors, on va préparer le 14. Kelsey Monroe. Pourquoi, tu crois qu'elle est libre pour la Saint-Valentin? Oh ouais, si ça se trouve, c'est elle qui me paiera mon flingue. Oui, sans doute, oui. Évidemment, on vous oblige à rien si vous préférez soutenir en utilisant le Super Thanks ou juste en étant là, en regardant la vidéo, en interagissant, on apprécie tout autant. Bref, bienvenue dans Garage Talks. Donc, quand on s'était quitté, les équipes avaient roulé les 3 premiers jours et il en restait 2. Et pendant ce temps-là, Mercedes a bombardé en casant même un run perfo, ou en tout cas un peu plus rapide que les autres. Cadillac a accumulé encore plus de kilomètres et il y a eu un vrai changement entre ce que disait Checo en début de semaine et ce qu'a dit Checo en fin de semaine. En fait, lui et Bottas se félicitaient que chaque run était un progrès par rapport au précédent, même s'il faut feutrer un petit peu cette marge de progression. Elle est toujours énorme quand on commence de zéro. C'est pas exactement le cas de Cadillac bien sûr, mais commence de plus loin que tout le monde. Entre-temps, McLaren est arrivé avec une livrée de test toute vilaine, que je suspecte que tout ce qui est gris sur la voiture sera orange sur la voiture finale. Ah là voilà, c'est notre prédiction Nostradaclip. Quand je tape sur la table après avoir dit ça, ça lock la prédiction. Alors Piastri, après avoir roulé évidemment devant la grande caméra F1 TV, celle qui fait que tout le monde il est content là, parle du challenge excitant que c'est que son premier reset de règles. Ça a eu le bon travail de McLaren sur l'hiver et bref, rien qui casse 3 pattes, hein, Zach Brown. Aston est arrivé entre temps, on en avait vaguement parlé du coup la semaine dernière, il y a eu 2, si j'en crois mes notes, immobilisations pour des problèmes techniques, et je parle d'Aston dans la section dédiée qui vient juste après, vous en faites pas là en speedrun ce qui s'est passé. Chez Ferrari, on fait pas la même tête en fin de semaine qu'en début, à l'instar de Cadillac. Peut-être que c'est un trait avec toutes les équipes Ferrari. Bah non, As, ils étaient très contents dès le début de semaine. Bon bah, As champion du monde cette année. Hein. Ça a bouffé beaucoup de kilomètres, surtout sur le dernier jour. Hamilton parle d'une voiture survireuse avec laquelle il peut jouer, quelque chose qui est de bon augure du coup, si vous êtes fan de lui. Et il parle aussi du fait que l'équipe, et ça j'ai trouvé ça très intéressant, doit prendre des décisions concrètes sur ce qu'ils doivent tester, et par conséquent sur quoi ça doit se concentrer avant Bahreïn. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus. Qui, en fait, quand j'en parle maintenant, peut être juste pour procédure standard, ou alors il y a un bout du garage qui va aller dans une direction et un bout qui va aller dans une autre. Problème interne chez Ferrari, point d'interrogation. Mais que ce soit lui ou Charles, ça a beaucoup insisté sur à quel point les 2 derniers jours étaient plus solides que les précédents. Voilà, si vous faites partie de la team non, moi les interviews que j'ai vues de Charles et Hamilton, ils étaient contents. Eh ouais, sur les 2 derniers jours, pas sur les 3 premiers. Tout le spiel de la vidéo d'avant, c'est pas grave, je vous aime quand même. De toute façon, je passe ma vie à dire des trucs qui sont pas écoutés en entier. Et après, il y a des gens qui disent ouais, mais non, parce que... Et je vis avec ça maintenant.
J'apaise mon cœur. Vous écoutez pas la rhétorique en entier aussi généralement, vous faites autre chose à côté. C'est pas grave, c'est cool. Je suis du divertissement, moi. C'est pas... Truc que j'ai déjà dit, je mets un point d'honneur à le redire maintenant. Je suis pas journaliste, je suis pas consultant, je suis pas dans la technique. Je ne dois l'objectivité à personne. Je suis un connard qui fait des vidéos dans son bureau et qui de temps en temps a des takes plutôt pertinentes. Mais ce que je fais ici, c'est du rappel de faits et de la pièce d'opinion. Pas si éloigné du journalisme de nos jours, mais ça c'est... Red Bull a reroulé le dernier jour après avoir fait venir des pièces depuis l'Angleterre en FedEx Express Shipping. Verstappen a eu toute la dernière journée pour lui. Il a bouffé énormément de kilomètres et a sorti en interview toutes les phrases génériques que vous aviez dans votre bingo. En gros, tout ce que j'ai loupé de la dernière vidéo, c'est que c'était pas catastrophique du tout, au final, ces essais à huis clos. Et que du coup, la FIA et la FOM ont peut-être été ultra zéleux sur vouloir faire des tests full privés et exclure genre les parutions sportives et créateurs de contenu, pas que j'y serais allé, tu vois, genre, je veux dire, l'Espagne c'est loin, puis moi je suis en BM double pied actuellement. Bah bon, c'est pas de la merde non plus, hein, mais genre, je veux dire, j'aurais pas fait Épinal Barcelone avec, quoi. Allez, bim, le frais de société. Mais l'autre truc que j'ai loupé, l'autre truc dont j'ai pas pu parler, c'est le cas Aston Martin, soit les 3/4 de cette vidéo, mais vous en faites pas, on est là. Bon alors Aston Martin en Formule 1, maintenant c'est un sujet qui divise le fandom en deux, hein, on va pas se mentir. Vous avez d'un côté ceux qui genre ont la haine et qui te disent que ça va être un gros tracteur de merde overprice, et de l'autre, vous avez ceux qui sucent très fort et qui pensent que New Way vient de sortir Jésus 2, le retour, mais sur 4 roues. J'ai remarqué aussi que sur internet, si tu veux que genre les choses marchent, il faut être tranché, mais surtout négatif. Parce que la négativité, ça vend plus de clics en fait. Du coup, c'est bien pour le buzz, mais au diable ce dernier, on va faire comme d'habitude ici, on va rester le plus nuancé possible. J'en avais parlé avant, mais le fait est que Aston Martin a maintenant tous les outils pour être une top team. Par contre, il y a aussi énormément de variables qui vont rendre ça compliqué. Il suffit pas d'avoir du fric et un énorme campus. Mais par contre, il est vrai que depuis ses origines, la team Silverstone a jamais été aussi bien équipée, l'investissement a jamais été aussi énorme. Genre, regardez l'évolution du campus. Ça, c'est la dernière fois que ça s'appelait Force India. Ça, c'est maintenant. S'il te plaît. D'ailleurs, en DM, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que je voulais dire quand je disais Team Enstone, Team Silverstone, Team machin. Si je réfère à une équipe par le lieu où est localisé son quartier général, c'est parce que je veux parler d'elle, mais par-delà les années, entre guillemets. C'est-à-dire que dans le cas de la Team Silverstone, c'est actuellement Aston Martin. Mais avant ça, c'était Racing Point. Et avant ça, c'était Force India. Et avant ça, c'était Piker. Et puis Midland. Et puis Jordan. Là, on revient en 91. Donc, si je dois mentionner un truc au travers des années, des âges, en sortant mon grimoire, généralement, ouais, j'aime bien dire le nom de là où c'est. Genre, si je devais dire Team Milton Keynes, par exemple, qui est un petit peu moins facile à dire, ça ferait référence autant à Stewart Grand Prix qu'à Red Bull Racing qu'à Jaguar. Même chose pour Enstone, où je pourrais parler de Toleman, Benetton, Renault, puis Lotus, puis Renault, puis maintenant Alpine. Vous voyez comment c'est compliqué de dire tout ça, alors que je peux juste dire Team Enstone ou Team Silverstone? Voilà, c'est tout. Bon, le campus, il est immense, d'accord? On parle souvent des gros trucs quand on parle de l'investissement qui a été fait, justement, pour la Team Silverstone. On parle de la soufflerie qui est tip-top caviar, mais paraît-il qu'elle était pas calibrée comme il faut. On parle du simulateur qui n'a rien à voir avec... Il est hors champ, mais qui n'a rien à voir avec un simulateur comme nous, on en a à la maison. Hein. Un Driver in Loop Simulator, c'est complètement différent. Tant au niveau de l'interface homme-machine que de la complexité du software. Hein. Ouais, non, nous, on se pignole, en fait. Eux, ils peuvent mettre au point la voiture avec ça. C'est fou. Justement, c'est crucial pour le développement, pour le setup, mais le truc dont on parle pas vraiment, c'est d'à quel point il y a plein de petits trucs qui ont été faits pour streamliner la conception et la production des pièces. Et comme moi ça me passionne, il faut que je mentionne ça. Parce que les hard factors qui te permettent justement de développer la voiture, genre la soufflerie, la simu, tout ça c'est super, mais si tous tes soft factors sont aux chiottes, c'est un peu gaspillé. Et là, il se trouve qu'ils ont vraiment streamliné le processus. Il y a moyen de construire sur place des maquettes échelle 1/4, parce que je crois que c'est le maximum que la FIA autorise, pour tout de suite les tester en soufflerie. Beaucoup d'équipes font la même chose, tu me diras, mais pas forcément directement à côté de la soufflerie. Ça te permet d'amener la maquette directement à la soufflerie, ça te permet aussi de fabriquer des pièces mock-up, des petites maquettes, extrêmement rapidement et les tester dans la foulée. Ils sont beaucoup moins dépendants du tiers party maintenant pour tout ce qui est fabrication de pièces en composite. Et même le layout du campus, l'arrangement si vous préférez, a été étudié pour faciliter et streamliner le travail. On parle de millions de livres d'investissement pour effacer
quelques frictions. Et l'impact de ça, il est gigantesque. Parce que minimiser les frictions, c'est la base de l'efficience. Je suis sûr qu'il y a des gens qui font des études dans ce domaine-là. Manifestez-vous, parlez-en en commentaire. C'est vraiment un truc qui, moi, m'intéresse parce que personnellement, je m'y suis intéressé récemment pour les vidéos. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que j'ai repris les vidéos, donc après ma pause là en début janvier, on a pompé sans faute 2 vidéos par semaine. Et plus souvent, le lundi et le vendredi que genre le mardi et le samedi. Et bah, c'est parce que j'ai réussi à éliminer beaucoup de frictions dans mon processus de création. Et c'est un truc avec lequel vous pouvez relate. Parce que parfois, faire une tâche, ça vous rebute pas tant que ça. C'est tout ce qu'il y a autour de cette tâche qui vous casse les couilles. Moi, celle que je préfère, c'est j'ai un oncle par alliance, je suis pas marié, mais c'est presque pareil. Bref, l'oncle de ma meuf qui a une tondeuse autoportée Kubota. Vous voyez de quoi je parle? C'est les tondeuses, tu montes dessus là. T'as un mode Assetto Corsa comme ça, je sais que tu l'as. Et le fait de passer la tondeuse, ça l'emmerde pas outre mesure. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il faut la sortir du garage, et puis peut-être qu'il y a des toiles d'araignée dessus parce que c'est depuis la dernière fois, donc faudra passer un chiffon dessus. Peut-être qu'il faut que je remette de l'essence. Ah, puis la lame, elle avait un peu de jeu, donc il faut que je resserre et ça me fait chier. Toutes ces frictions-là font que t'as la flemme de passer la tondeuse. Comme aller à la salle, soulever la fonte te déplaît pas. Mais il y a des gens, puis il y a un mec qui va te demander de tourner, et alors qu'il est sur 3 machines en même temps, ce connard. Et puis il faut y aller, puis il fait froid, et puis c'est des frictions. Là, c'est pareil. Le truc, c'est qu'en Formule 1, ils peuvent pas laisser la tondeuse bider tout l'été. Il faut qu'ils taffent à un moment. Et du coup, comme ils se farcissent des frictions supplémentaires, c'est de la fatigue en plus. La fatigue, ça mène à l'inattention, et l'inattention, ça mène aux erreurs. Tout l'aménagement du campus, les nouveaux joujoux, etc., etc., tout ça arrive à point nommé avec l'arrivée d'un certain Adrian Newey. Et quand on parle de Newey, c'est exactement pareil que quand on parle d'Aston Martin et de l'investissement massif. Parce qu'on a ceux qui pensent qu'il va rien changer, que c'est juste un mec et qu'il faut arrêter de le mettre sur un pédestal. Et il y a d'autres gars qui pensent que non, c'est un génie qui va nous ramener la Red Bull X1 de GT5, mais légal. Et encore une fois, la réalité, elle est entre les deux. Les haineux, qui ont apparemment pas la capacité de googler une putain d'infos, ont tort. Il y a une vraie corrélation entre le gain et la perte de performance d'une équipe avec l'arrivée et le départ de Newey. Par exemple, en 97, il est mis en gardening leave, il quitte Williams pour rejoindre McLaren. Williams, ils ont sur la piste un design d'Adrian Newey en 97. En 96 aussi. Et devinez quoi, ils sont pour l'instant double champion du monde. Et en 95, ils étaient aussi prétendants au titre. En fait, ils ont Newey chez Williams depuis 91 à ce moment-là. Coïncidentalement, c'est l'âge d'or Williams. Et quand Newey se barre et qu'il va chez McLaren, il va travailler surtout sur la voiture de 98, qui sera championne directement, pendant que Williams échoue à la 3e place, à 100 points de la P2 championnat. On parle de points de 98. Donc 100 points, c'est pas 4 victoires, c'est 10. McLaren et Ferrari, c'était des putains de mastodontes en 98-99. C'était même 2000. Mais les suceurs aussi, ils ont tendance à oublier que Newey, c'est pas un mec qui a immédiatement la capacité de transformer une équipe. Meilleur exemple, c'est Red Bull, qui va devoir attendre 3 années avec une voiture notamment tellement pas bonne en 2008 qu'ils vont finir derrière Toro Rosso. Bon, il y avait des problèmes de fiabilité. Il y avait aussi un jeune Allemand, là. Comment il s'appelle déjà? Sébastien Vettel, 21 ans, Toro Rosso. Rappelez-vous bien de ce nom-là parce que Michael Schumacher a prévenu, c'est le futur moi. Ah, ça me revient, tiens. Mais ça c'est un petit peu... Enfin, Newey, les problèmes de fiabilité, disons que ça date pas d'hier. Il a toujours poussé les limites des designs. Ce qui veut dire que chez McLaren, il y avait des couacs, notamment avec une voiture qui a jamais passé les crash tests ou avec des voitures beaucoup moins fiables parce que les moteurs étaient vraiment privés d'air pour respirer et genre pour pas cramer, quoi. Je crois que chez March aussi, où il avait genre pété un boulard au niveau de la réduction de la traînée, au point où il y avait le nez qui était vraiment... Il y avait très peu d'espace à l'intérieur, c'était peut-être un peu dangereux. Il y avait une toute petite... J'essaierai de voir si je peux trouver des images. Il y avait une toute petite... pas écope, mais une toute petite galbe sur le côté du nez pour qu'il puisse mettre le levier de vitesse en 5 quand on vous dit qu'il pousse les extrêmes. Bon, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Newey, c'est une énorme pièce du puzzle, pas un faiseur de miracles. Mais ça reste un génie avec un impact monstrueux sur une équipe. C'est un gars qui prend des risques, des fois ça paye et des fois non. Et là, semblerait qu'il en ait encore pris. Alors mettons tout de suite quelque chose à plat, je ne suis pas ingénieur, j'ai fait bac L, ça m'empêche pas d'apprécier le travail d'ingénierie, d'être admiratif quand je vois un truc qui a l'air sculpté du futur, genre moi la première fois que j'ai ressenti ça c'est devant ceci, c'est une Tyrrell 025 et c'est anecdotiquement ma Formule 1 préférée de l'histoire du sport. Je veux dire par là que je peux pas vous dire à quoi servent les Michel ou à quoi... Oui ça s'appelle des Michel ici, ça on va pas revenir dessus, ça fait 3 vidéos qu'on vous le dit. Mais je sais pas à quoi ça sert ou je sais pas à quoi servent les cornes directement sur l'airbox sans avoir à demander
à l'ami Google, et pas Gemini. Genre, je fais mes recherches à l'ancienne. Y a pas de mode IA ici. Il n'y a pas ces conneries de mon temps. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, vu qu'on veut parler un peu de technique, c'est sûrement une des rares fois où on fait ça ici, on va shout-out les chaînes de Kyle Engineers et de Sam's The Pit, aka Sam Collins, que vous avez sûrement déjà vu sur F1 TV. Parce que ces mecs-là ont une expertise pour parler d'aéro. Et ils ont fait des breakdowns aéro qui sont, ma foi, un petit peu dur à suivre, mais très intéressant. Et eux-mêmes avouent que leur taf est plutôt spéculatif. Parce que si vous n'avez pas les fichiers CAD sous les yeux ou les datas des simu aéro, peu importe que vous ayez Paint, Paint.net, GIMP ou Azeprite, peu importe à quel point votre petit whoosh whoosh là, il est bien dessiné, vous pouvez pas tirer de conclusion. Donc les vidéos de Kyle et de Sam ont aidé à écrire cette portion et leur input technique va être rejoint par des observations que j'ai fait moi-même avec mes pitigneux. En gros, quand ça dit ça fait de l'outwash, c'est eux, et quand ça dit ça ressemble à ça, c'est moi. Bref, la voiture, malgré le fait qu'elle ait pas de peinture et que ça rend les choses un peu compliquées à discerner, et malgré le fait aussi que la majorité des photos sont dégueulasses, on sait pas pourquoi, la voiture ressemble à aucune autre sur la grille. Déjà, il y a le nez, qui me rappelle étonnamment la bande de 2009. Il est ultra fat, avec une courbe en dessous qui apparemment est pour diriger l'air autour des roues, ce qui va créer un effet d'outwash. Ils emmerdent l'esprit des règles. Les pontons hauts et étroits, eux, ont un underbite énorme. On a l'habitude de voir de l'overbite dans le sport, donc l'overbite, c'est quand le dessus du ponton est plus en avant que le bas du ponton. Là, c'est l'inverse, une espèce de bec de canard quelque part. Et ça me rappelle beaucoup la Red Bull de 2023. Pas une mauvaise voiture, de mémoire. D'ailleurs, la sculpture des pontons, elle est très très haute et laisse beaucoup d'air passer là. On le guide vers le sol. C'est sûrement très bon pour réduire la traînée. Et il y a beaucoup de gens qui parlent d'un double sol, ce qui doit doubler c'est l'efficacité de ce... Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec un double sol, faut passer 2 fois plus aspirateur. Allez, on passe à la suite. Autour de l'airbox, ou cheminée, comme on dit parfois, on retrouve les mêmes ailettes que sur la Ferrari. Beaucoup y voient un callback à la McLaren de 2005, avec les surnommés cornes de Viking. Et apparemment, c'est là pour stabiliser le flux d'air qui passe au-dessus du casque du pilote. Il y a aussi moult générateurs de vertex partout sur la voiture, le halo, le sol, etc. On a le même trick au niveau du diffuseur avec le slot et les winglets, comme sur la Red Bull et sur la Mercedes. Et ce qui fait bander les ingénieurs, c'est clairement l'assemblage de suspension arrière, avec le wishbone qui se rattache au pylône de l'aileron, comme sur la Red Bull de 2021. Je sais parce que j'ai une toute petite Burago de la Red Bull 2021. Et ouais. Ouais, j'ai des jouets, je flex. Ça fait plein de sticky uppy bits, comme ils disent sur F1 TV, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les grosses ouïes, là, les grosses aérations sur le capot moteur. On sait que on sait que ce règlement va être ultra moteur dépendant, plus encore qu'aérodépendant. Ça veut pas dire que vous pouvez négliger l'aéro, mais vous pouvez avoir l'aéro des dieux si vous avez 20 chevaux sous le capot. Et là, Honda, le problème avec eux, c'est qu'ils accusent le coup. Ils accusent le coup de s'être barré du sport pour finalement revenir, sans s'être vraiment barré, mais en ayant quand même coupé le personnel nécessaire. Du personnel qui a fini, du coup, à Milton Keynes, chez Red Bull Powertrain. Ils ont un retard conséquent sur le projet. Et c'est peut-être un retard qui a été comblé, mais c'est peut-être au prix de la fiabilité du moteur. Alors je pense personnellement que ça, là, ces grosses ouïes à la con, c'est pour les tests. Je pense pas que Newey, dans son infinie sagesse, aurait fait des trucs aussi gelards qui vont créer autant de traînées. Ça, ou alors il y a un Snecma M35 et il a besoin de la tuyère pour créer de la propulsion, mais je serais surpris quand même. Je pense vraiment que c'est une spec de test pour protéger le moteur. Par contre, là où ça me rassure pas, c'est qu'à Barcelone, il faisait 2 degrés. Donc si t'as besoin d'ouïe d'aération comme ça quand il fait 2 degrés, putain, de quoi tu vas avoir besoin au Qatar? Il y a plein de choses qui ont été dites par rapport à cette voiture. Des choses, tu sais pas d'où viennent les rumeurs, mais elles sont là. Ouais, la voiture est en surpoids, le moteur est foubard, Honda a déjà décidé que cette année était sacrifiée et que le moteur de l'an prochain serait mieux. D'où vous sortez les infos? Putain, me dites pas The Race. Et là, la saison, elle a pas encore débuté. On sait vraiment rien. Et Aston a tout de même un avantage qui est fou, c'est qu'ils sont l'unique client d'Honda. C'est-à-dire que, par conséquent, ils sont de facto une works team, une équipe usine. Ils vont pouvoir taffer l'intégration châssis-moteur en parallèle avec Honda. Et ce qui est formidable, c'est que comme Honda s'est pas engagé en tant qu'équipe et qu'ils n'ont pas d'autres clients, il n'y a pas de compromis à faire avec d'autres voitures. Donc au final, pour ce qui est d'Aston Martin, actuellement, c'est exactement comme pour tout le monde, il n'y a pas de takeaway. On sort d'une semaine de test fortement censurée à huis clos. Et on a absolument
tous les acteurs de cette semaine de test qui nous racontent les mêmes choses. On a fait des progrès, c'était des jours solides, on est focalisé sur la fiabilité, c'est très excitant comme challenge. Et malgré ça, on a des gens, je citerai pas qui parce qu'on donne pas de buzz, mais c'est des professionnels, hein. C'est des gens qui passent à la télé, c'est des gens qui sont une voix importante des médias anglophones, qui vont quand même venir, parce qu'ils ont tant soit peu de pertinence dans le paddock, te dire, hein, en n'ayant pas été sur place, en n'ayant pas vu quoi que ce soit de différent que toi ou moi sur internet, vont te dire ouais non mais alors ça se voit que machin sera devant, puis il y aura un truc derrière, au milieu, machin. On ne sait rien. On a vu que Ferrari a bien fini les tests. On a vu que ça sentait meilleur que les années précédentes, comme Merco en 2022. On a vu Cadillac traiter les shakedowns comme tels. Ils sont là pour éradiquer des petits couacs, ils sont restés discrets. Et peut-être à Melbourne, on aura une équipe qui est genre solide et qui sera aux portes du top 10. On a vu qu'Audi a vraiment souffert. On a vu qu'il y avait une to-do list qui était des mots du staff Audi eux-mêmes, hein, énorme. Mais avec les moyens qu'Audi a, ils ont tous les moyens du monde pour inverser la tendance. Il n'y a aucune conclusion tangible à donner sur cette semaine de shakedown. Il n'y en aura pas non plus à Bahreïn et il n'y en aura pas non plus à Bahreïn la semaine d'après. C'est ça qui est fun. Donc, on peut en parler, c'est intéressant, on regarde, on spécule, mais par pitié, arrêtez de vouloir établir un ordre tout de suite. Tout est contextuel, bien sûr. Vous voulez parler du gagnant du shakedown, vous voulez dire que, selon vous, Mercedes, c'est les grands gagnants de ce shakedown parce qu'il y a une sérénité qui se dégage, parce que la voiture est fiable et parce que... Ok, ça c'est pertinent. Putain, me donnez pas une liste exacte de qui c'est qui sera devant à Melbourne, vous en savez rien. Et je m'adresse même pas à vous, encore une fois, on s'adresse à quelqu'un qui devrait savoir mieux que ça. C'est Ted Kravitz, voilà, je l'ai dit, il m'emmerde Ted Kravitz, il m'emmerde tous maintenant. Bon, on est sur internet et il y a la culture de faut avoir raison. Et si tu donnes un classement comme ça, il y a un monde, t'as raison de ouf, et les gens te mettent sur un pédestal parce que t'avais raison. Je vais vous donner un secret, quand je sors une prédiction Nostradaclip, généralement c'est une devinette éduquée, c'est un truc que je dis parce qu'il y a des choses qui me laissent à penser que ça va être le cas. Par exemple, quand j'ai prédit 2 mois avant tout le monde que Newey allait chez Aston, c'était pas parce que genre ça m'est venu, tu vois, ça m'a pas été inspiré. C'est pas drôle ou intéressant pour vous si c'est juste genre il a deviné, il a dit ça au pif, il a eu raison. Newey, c'est quelqu'un qui est vieux. Pour travailler chez Ferrari, il faut descendre en Italie. Sa famille est en Grande-Bretagne. Il aura pas envie. C'est déjà arrivé à d'autres ingés Ferrari et ça s'est mal passé. Faut voir aussi que Newey, il y a quelque chose qui était très important pour lui et ça dès Williams en 97 et même un petit peu avant, c'est d'avoir des parts dans l'entreprise. Et c'est pas quelque chose que Ferrari allait faire. Je voyais pas Elkann faire oui, bah bien sûr, bah tiens, bah voilà 10%. Allez. Et puis bien sûr, tu prendras des décisions pour la marque en général, hein. Allez. Donc ça avait complètement sorti Ferrari du radar, seconde une pour moi. Restait 2 projets qui étaient intéressants pour lui. Williams, parce que c'était retourner là-bas, justement avoir des parts dans l'entreprise et aider l'équipe à revenir. Une équipe qui avait besoin de lui parce qu'ils n'ont pas gagné de titre depuis lui. Effacer le passé et avoir des parts dans l'entreprise. Le challenge était intéressant. Mais il fallait accepter le fait de travailler avec des méthodes peut-être pas aussi bonnes que celles de Red Bull et une usine peut-être pas du tout up to snuff comme on dit. Et du coup de l'autre côté, eh ben vous aviez Aston Martin qui était la seule équipe à avoir les moyens nécessaires pour le faire venir, y compris financiers. Puis il y a le clou dans le cercueil, en pré-show, je sais plus si c'était F1 TV ou sur la Sky, Jeremy Clarkson, un petit peu éméché, balance au micro du présentateur, je ne sais plus lequel, de manière totalement anecdotique. Adrian Newey est pas en train de chercher une baraque à Maranello, mais dans l'Oxfordshire. Et l'Oxfordshire ou Oxfordshire, c'est extrêmement grand. Ça inclut la ville de Grove, où se trouvait Williams, et dans sa bordure la plus nord-ouest, c'est près de Brackley, où est basé Mercedes, et c'est près de Silverstone, où est basé Aston Martin. En sachant que Mercedes était absolument pas sur la table, ça pouvait être qu'une des 2 équipes, et j'ai juste suivi mon instinct sur celle qui allait payer le plus. Ah, c'est moins intéressant quand le magicien révèle ses tricks, hein. Bon, cette anecdote mise de côté, pour en revenir à ce que je disais, permettez-vous de kiffer l'anticipation, le mystère, la surprise. Donnez-vous le temps de kiffer toute cette aura d'incertitude autour des essais. Parce que c'est vraiment super cool et on vit ça qu'une fois par an, mais pas autant que quand on change de règlement. Et demain sera là bien assez vite. Oh, rapidement, on aura déjà passé Melbourne et on aura la tête dans le cul parce qu'il faut se réveiller super tôt. On aura des réponses bien assez vite. Et vous aurez l'opportunité de me dire que vous vous faites chier bien assez vite en regardant les courses. Pour l'instant, kiffez. Soyez contents. Soyez pas si pressés de tout savoir. Je pourrais faire une comparaison foireuse avec l'innocence de la jeunesse, mais j'ai la flemme. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que c'était pas trop long. C'était un peu décousu, mais en même temps, il y avait moins de trucs intéressants à dire, donc c'est ce que je fais de mieux, hein. J'ai des problèmes d'attention, donc j'ai
pris absolument tout et n'importe quoi et fait un peu bruit avec. Bref, en attendant, c'était Clipidaclip qui vous remercie de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez nous suivre absolument partout sauf dans la rue. On est sur Twitch, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre là-bas, c'est super cool. On stream entre 3 et 4 fois par semaine, généralement mardi, mercredi, vendredi, samedi. On fait des vieux jeux, soyez pas surpris si vous arrivez et ça ressemble à ça. J'aime bien les jeux qui ont du buzz, hein. Je préfère ceux qui en ont pas. C'est Pierre Jacques qui avait dit ça dans le chat, il a dit ton jeu il a pas de buzz, l'ancien. Oh bâtard. On est sur Twitter où vous avez des news et des fois je tweete bien, genre ça, pour vous rappeler que le prestige national en Formule 1 c'est de la couille. On est sur Instagram où il faut vraiment que je réfléchisse à genre au moins mettre des photos quand même, parce que non, parce que quand même, en plus j'ai des rushs sur mon tel de quand j'ai refait un peu mon espace bureau et j'en ai jamais fait un réel. Je suis vraiment un connard. Bref, c'était Clipidaclip, il est 16h, on est lundi, ça sortira pas aujourd'hui. Bisous. Nul! Elles sont nuls! Tactiquement,